Commençons par un bref historique des connaissances sur les douleurs fantômes. La première documentation de l'expérience de douleurs fantômes date de l'année 1552. À l'époque, le système nerveux était très mal compris et ces douleurs étaient donc associées à la folie. Certains interprétaient même les douleurs fantômes comme une preuve de l'existence éternelle de l'âme, puisque le membre amputé continuait d'émettre des sensations. Vers la fin des années 1800, Dr. Ware Mitchell fut le premier à donner un nom à ce phénomène, ce qui mit fin à toutes ces explications farfelues. En effet, c'est de lui que vient l'appellation « sensation du membre fantôme », qui fait référence à toutes les sensations d'un membre qui persistaient après son amputation. Les douleurs fantômes signifient les sensations douloureuses que la personne ressent de son membre amputé, ce qui exclut les sensations et les douleurs du moignon. Les douleurs fantômes sont des phénomènes très courants chez les gens qui subissent une amputation. Effectivement, la majorité des amputés éprouvent des sensations fantômes et plusieurs d'entre eux rapportent même l'expérience de douleurs fantômes. Celles-ci peuvent perdurer jusqu'à plusieurs mois, voire durant toute une vie suite à l'opération. Bien qu'au départ, il y a sensation du membre amputé au complet, c'est-à-dire sur toute sa longueur, avec le temps, la sensation de la partie proximale du membre s'estompe. Mais d'où proviennent les douleurs fantômes? Commençons par le système nerveux périphérique. Lors de l'amputation, tous les nerfs du membre perdu sont sectionnés. Au niveau du moignon, il y a une modification dans la structure des réseaux neuraux qui forment des névromes ou amas de tissu nerveux. Ces structures développent par la suite une hypersensibilité aux stimuli, tant chimiques via les neurotransmetteurs que physiques, ce qui peut occasionner des douleurs intenses du moignon ainsi que du membre fantôme. Pour ce qui est du système nerveux central, il y a un arrêt soudain des flux nerveux provenant des fibres sensitives du membre amputé. Ceci provoque une hypersensibilité au niveau de la moelle épinière dans les ganglions sensitifs qui se traduit par une douleur du membre fantôme. L'amputation d'un membre ne fait pas uniquement des changements au niveau physique. Elle en engendre de plus subtils tels que la réorganisation du cerveau. Après une amputation, il y a une réorganisation du cortex somatosensoriel. Pour expliquer ce phénomène, prenons l'exemple d'une lésion nerveuse périphérique par une amputation du pouce et de l'index d'un singe. Sur le schéma, les doigts amputés sont le pouce, doigt 1, et l'index, doigt 2. La représentation sensorielle de la main est mise en évidence dans l'hémisphère gauche du cerveau. La représentation corticale, sous le terme normal, illustre les aires sensorielles des 5 doigts de la main lorsqu'il n'y a pas d'amputation. À côté, l'image change drastiquement après l'amputation. Nous pouvons voir une modification immédiate. Les zones qui codaient pour les doigts 1 et 2 disparaissent. Des semaines plus tard, nous pouvons observer que la zone du doigt 3 a augmenté en comparaison à l'image normale et que la paume de la main a désormais une zone dans cette région. Les cellules des zones D1 et D2 ne sont donc pas mortes et sont utilisées pour d'autres structures. Éventuellement, la zone grise au bas de l'image sera occupée par d'autres structures, ce qui prouve le potentiel énorme de plasticité du cerveau. Ainsi, nous pouvons facilement voir qu'une amputation implique une réorganisation du cerveau. Avant d'expliquer les traitements des douleurs fantômes, il est important de noter que bien qu'il existe plusieurs façons de soulager ces douleurs, aucune méthode n'a été prouvée efficace de façon satisfaisante jusqu'à maintenant. Plusieurs thérapies peuvent aider à gérer les symptômes, mais malheureusement, il n'existe pas de remède miracle. La douleur des membres fantômes décroît avec la guérison du moignon. Elles sont généralement plus intenses dans les jours qui suivent l'amputation, puis s'estompent partiellement avec le temps. Si l'on pense aux techniques chirurgicales, il faut comprendre que les différents tissus en contact avec le nerf sectionné peuvent avoir une incidence sur la spontanéité de son activation. Par exemple, le nerf lésé aurait une activation supérieure lorsqu'il est en contact avec un tissu A et moindre lorsqu'il est en contact avec un tissu B. Différentes techniques chirurgicales pourraient donc aider à la diminution des douleurs en fonction du type de tissu qui est en contact avec le nerf lésé. Certaines techniques pharmacologiques permettent de modifier l'action des canaux responsables du déclenchement du potentiel d'action en utilisant diverses molécules. Les substances qui augmentent la conductance sodique, donc ouvrent les canaux Na,
provoquent des douleurs fantômes car elles facilitent le déclenchement d'un potentiel d'action au niveau des neurones dans le moignon. Les bloqueurs de canaux sodiques, à l'inverse, empêchent le déclenchement de ces douleurs car ils ne permettent pas l'entrée de NA dans la cellule nerveuse. Des injections de ces substances au niveau d'un neurone pourraient donc inhiber momentanément les douleurs fantômes. Comment ça fonctionne? Je vais me placer par terre, je vais allonger mes jambes, je vais placer le miroir entre mes jambes. C'est bien important que mon membre sain soit face au miroir et mon membre amputé derrière. Je vais commencer à exécuter des mouvements grossiers, comme ça, puis des mouvements plus fins avec les orteils. Après quelques semaines, on va avoir l'impression que mon membre amputé derrière devient le membre sain dans le miroir. De façon plus théorique, la boîte miroir est une thérapie servant à diminuer ou éliminer les douleurs du membre fantôme. La douleur est causée par une différence entre la carte corticale et la perception corporelle du membre amputé. L'idée de cette thérapie est de venir convaincre ton propre cerveau que ton membre amputé fonctionne bien et qu'il peut bouger à l'aide des rétroactions visuelles. Ces rétroactions vont venir inhiber les autres sources d'informations sensorielles qui sont les douleurs ressenties. L'ergothérapeute a un rôle majeur dans la réadaptation suite à l'amputation d'un membre. Il devra faire une évaluation des besoins de la personne, notamment en l'aidant avec le bandage du moignon et l'utilisation de la prothèse. Les douleurs fantômes sont décrites de différentes façons: crampes, sensations de brûlure, martèlement, piqûres d'aiguille et bien plus. Les douleurs du membre amputé ont donc le potentiel d'affecter de façon importante la qualité de vie puisqu'elles sont incapacitantes. C'est ici que l'ergothérapeute entre en jeu en adaptant toutes les activités et l'environnement du patient. Qu'est-ce qu'un effet placebo? Selon Pierre Pichot, en 1961, l'effet placebo est, lors de l'administration d'une drogue active, la différence entre la modification constatée et celle imputable à l'action pharmacologique de la drogue. C'est-à-dire que le corps du patient serait capable de reproduire l'effet d'un médicament. Pour imaginer ce qu'est un placebo, rappelez-vous dans le film Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, lorsque Ron est très fébrile et n'a aucune confiance en lui lors de son premier match de Quidditch. Harry Potter lui fait boire un liquide que Ron croit être la potion de la chance. Cependant, ce n'était rien de tel, et convaincu d'avoir un élan de chance, ses performances augmentèrent et il gagna le match. Il est aisé d'appliquer cette situation à un patient qui croit dur comme fer au traitement qu'on lui propose. Ajoutons tout de suite que contrairement à l'effet placebo, il existe aussi un effet nocebo. Le nocebo, aussi qualifié d'effet placebo négatif, amène toutes les attentes négatives du patient vis-à-vis son médicament à se réaliser. Plus concrètement, il a été prouvé que le simple fait de prendre connaissance des effets secondaires sur une boîte de médicaments peut amener à avoir ces effets indésirables de type psychologique. Par exemple, certains croient que suite à la prise d'un médicament disant pouvoir créer des douleurs abdominales, si le patient ressent ces douleurs peu de temps après son absorption, il ne s'agirait pas d'un effet pharmacologique, mais bien psychologique. Alors, comment expliquer le fait que notre cerveau serait capable de produire des douleurs et d'en supprimer? En fait, il s'agit du mécanisme neurobiologique de l'effet placebo, c'est-à-dire un mécanisme qui explique comment une attente, une perception, peut se transformer en peptides opioïdes. Ce groupe inclut endorphines et encéphalines responsables de l'inhibition de la douleur. La douleur serait en partie ce que le corps ressent et la signification qu'on lui donne. Dans le cas de l'utilisation d'un placebo, c'est l'attente qu'on a par rapport à cette médication qui éliminera notre douleur. Une fois que le cerveau aura assimilé cette attente ou cette signifiance, il commencera à produire des substances chimiques, les endorphines. Ceux-ci seront libérés dans le cortex préfrontal qui enverra indirectement des projections au système de régulation de la douleur dans le tronc cérébral. Ces opioïdes iront ensuite exercer leur effet dans la corne dorsale de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle le système inhibiteur descendant. Ce système est représenté par l'interneurone en vert sur l'image. Le neurone en bleu est un neurone afférent sensitif venant de la périphérie qui a détecté une douleur. Ces deux neurones viendront ensuite moduler l'information qui sera retransmise au cerveau par un autre neurone, celui en noir, via un potentiel d'action. Le cerveau interprétera donc la perception de la douleur résultante. Dans cette image, en bleu, c'est le neurone afférent transportant le message de la périphérie. En vert, c'est l'interneurone. Tous deux font synapse avec le neurone en noir qui ira transmettre le potentiel d'action au cerveau. Le neurone afférent, celui du haut, transmet un potentiel postsynaptique excitateur au neurone en noir. Tandis que l'interneurone de gauche, celui du système inhibiteur descendant, transmet un potentiel postsynaptique inhibiteur au neurone en noir. Ainsi, il y aura sommation de ces deux potentiels postsynaptiques, ce qui va envoyer un message de douleur de moindre intensité au cerveau, voire d'intensité nulle. Dans notre cerveau, un circuit précis permet de donner la sensation de plaisir que l'on ressent par exemple lorsqu'on mange des friandises ou qu'on a des relations sexuelles. Il s'agit du circuit de la récompense. Une des premières études très connues qui montre le principe de la récompense est celle du chien de Pavlov. En conditionnant un chien à obtenir sa nourriture au son d'une clochette, Ivan Pavlov
est arrivé à le faire saliver avant même de lui avoir tendu sa nourriture au simple son de la cloche. Comment expliquer ce phénomène? En fait, la dopamine est le neurotransmetteur principal du plaisir. Ce neurotransmetteur est produit par la substance noire et l'aire tegmentale ventrale du mésencéphale. Cette aire, influencée par les informations sensitives, communique par des neurones avec le noyau accumbens impliqué dans le système de la récompense. Une fois dans la fente synaptique, la dopamine va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques du second neurone, ce qui amène la fameuse sensation de plaisir. Cependant, ce neurotransmetteur va aussi jusqu'au cortex préfrontal du cerveau, zone responsable de la prise de décision. La dopamine est aussi très importante pour l'attente de la récompense. Le Dr. John Stossel, directeur du Pacific Parkinson Research Center à l'Université de la Colombie-Britannique, est un pionnier des recherches sur le placebo. Il a prouvé, à l'aide d'une étude sur les gens atteints de Parkinson, que seule l'attente de recevoir un médicament peut augmenter la libération de la dopamine par la substance noire. Le Parkinson est une maladie dégénérative reliée à un déficit en dopamine. Dans cette étude, on voulait voir s'il était possible de jouer sur la force de l'effet placebo en manipulant délibérément les attentes. Il y avait 4 groupes. Chaque patient du groupe A avait seulement 25% de chances d'obtenir le médicament actif augmentant la dopamine dans le cerveau. Le groupe B, 50% des chances, C, 75% et D, 100% des chances. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous les patients recevaient en fait un placebo. Sur ces deux encéphales, les zones en rouge représentent un déficit en dopamine. Suite à l'étude, il y a eu une augmentation significative de dopamine dans le cerveau des patients du groupe C, comme illustré en vert sur l'encéphale de droite. Pour un des patients qui n'arrivait probablement même pas à marcher, cette expérience lui a redonné l'usage de ses jambes. Alors, l'attente positive de recevoir le médicament actif a libéré de la dopamine naturellement dans le cerveau de plusieurs des patients atteints de Parkinson, validant l'efficacité du traitement placebo chez cette population.